Bonjour à tous et à toutes, nous voilà réunis pour un nouvel apéro BD sur le canapé. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, on va dire, c'est à chaque achat, donc la médiathèque se rend 3 fois en librairie pour acheter de nouvelles bandes dessinées, et suite à ces nouveaux achats, nous vous proposons un apéro BD. Donc d'habitude c'est vous qui venez à nous et cette fois-ci c'est nous qui allons venir vers vous. Donc j'espère que vous êtes bien installés chez vous. On va vous présenter plusieurs BD qui sont des histoires complètes. Je vais être accompagnée de Léo Grégoire qui vient de la librairie Manfin de Rennes. Je vais également avoir des collègues qui vont également vous présenter quelques BD. Il y aura donc Julia Charles, qui est une nouvelle collègue à la médiathèque de Bru, et Claire Leroy, que vous connaissez déjà, qui fait souvent les apéros avec moi. Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer cette première sélection. Et puis donc c'est toi, Léo, qui va commencer cette... J'ouvre le bal. Tu ouvres le bal, bon, merci. Très bien. Bonjour à tous. Donc oui, c'est une présentation spéciale Covid pour cette année. On voilà. S'adapte. Voilà, on s'adapte. Comme l'a dit Katia, avec les moyens que l'on a. Et ça fait plaisir de vous retrouver pour le coup avec des nouvelles lectures. Des nouvelles lectures de tous bords. Il y en aura pour tous les goûts. Et donc on va commencer avec des choses donc évidemment qu'on a aimées. Je commencerai par ça s'appelle Sur un air de Fado de Nicolas Barral. Donc comme l'a dit Katia, beaucoup d'histoires complètes pour cette présentation. Là donc on est chez Dargaud et ça se passe sous la dictature de Salazar, l'histoire d'un médecin qui travaille pour la PIB, qui était la police secrète de Salazar. Et notre médecin, lui, n'est pas du tout pro-Salazar, bien au contraire. Et un jour, il va faire la rencontre déterminante avec un jeune gamin qui veut faire une farce en déposant un paquet piégé sur le seuil de l'entrée de cette police-là. Et notre médecin va être amené à rencontrer bien plus tard ce petit garnement qui a une famille. Et notre médecin va, on va dire, se prendre de passion pour la sœur de ce garçon. Et donc, à travers à travers cet homme, donc Barral décrit le quotidien donc des Lisboètes sous la dictature. Et puis, on va parfois faire un saut dans le passé, parce que notre médecin a eu un passé militantiste pendant ses années étudiantes. Et donc voilà, ça s'appelle Un air de Fado. Des couleurs très chaudes qui rappellent donc le Portugal, qui est et puis Lisbonne avec ses miradouros, ses ruelles pavées, son tramway. Il y a toute une ambiance et ça c'est excellent, vraiment à découvrir sans plus attendre parce qu'on a trouvé ça excellent. Dans un autre registre, alors je continue sur les romans graphiques. Et je surfe sur la vague portugaise parce que ce sont deux auteurs du cru, deux auteurs portugais pour Balade pour Sophie. Ici, donc, on est en France, entre deux guerres, et c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Julien Dubois. Et comment dire, il a vieilli cet homme-là, il est grabataire, il n'est pas en très grande forme, et arrive un jour une journaliste qui sonne à sa porte parce que, étant jeune, il était virtuose au piano. Il avait un don pour cela. Et donc il a fait carrière, soi-disant, dans cet univers-là. Et cette dame, elle vient pour qu'il lui conte un peu sa carrière, sauf que lui, au départ, est un peu réticent. Et alors, il finit par accepter cette entrevue. Et donc on va, pareil, faire un saut dans le passé. On va se pencher sur sa vie à lui et sur cette concurrence qu'il a eue avec un autre jeune homme qui était lui aussi virtuose du piano et qui se sont rencontrés lors d'un concours dans leur village en commun. Et donc, bon, on va en apprendre sur leurs deux personnes.
Et puis notre femme journaliste, parce qu'elle est vraiment journaliste comme elle le présente être, elle a un lien avec nos deux protagonistes, je dirais. Donc très belle découverte de ce début 2021. Donc la balade pour Sophie aux éditions Paquet. Donc pareil, one shot comme on dit dans le jargon. Oui. On pourrait passer sur des choses différentes, avec un peu de sport, toujours avec un peu d'histoire, avec Croque Park. Croque Park, qui en fait inaugure une nouvelle collection chez Delcourt, la collection Coup de tête. Et ici, les auteurs, Didier Chris qui supervise la collection, nous raconte le Bloody Sunday de 1920 à Dublin. On jouait déjà au foot gaélique, donc dans l'enceinte de Croke Park. À cette époque, un match de foot qui réunit deux équipes. Dans l'une d'entre elles, on trouve des membres du Sinn Féin, donc c'était l'IRA local, de l'époque, je veux dire, qui, quelques jours auparavant la rencontre, ont commis des exactions envers des hauts fonctionnaires anglais. Et donc, la police anglaise va rentrer sur le terrain et va commettre un massacre sans précédent. Ici, les auteurs nous mélangent le sport avec l'histoire et nous permettent de voir déjà le conflit entre cathos et protestants. C'est vraiment bien fait dans le sens où c'est plutôt bien mené. Le Richard Guérino est au dessin et donc on alterne entre passé et présent parce qu'au présent justement il y a un match de rugby à Croke Park et ça permet de relater le passé de ce stade-là. Avec, il ne faut pas oublier, à la fin des documents qui permettent la poursuite, documenter. Une continuité dans la lecture. Donc ça s'appelle Croke Park et pour l'instant il y a eu 2 tomes de sortie dans cette collection. Je ne sais pas si Katia, tu voulais prendre la suite pour la présentation. Il n'y a aucune transition avec ce que tu viens de raconter, mais bon, pourquoi pas, c'est ça qui est bien. Alors, moi j'ai lu Iris 2 fois, donc c'est chez Sarbacane, c'est de Anne-Laure Reboul et Naomi Reboul, donc 2 sœurs qui ont écrit ça, et d'ailleurs le sujet est bien, puisqu'en fait, voilà, donc on va raconter l'histoire de Iris, qui est une écrivaine à succès. Elle est en lice pour le prix Renaudot. Donc sa vie est superbe, elle vit avec son mari, un éditeur, elle fait le métier qu'elle désire faire. Et sauf que petit à petit, dès le début même de la bande dessinée, on fait la connaissance d'une autre Iris, qui elle est une vie complètement différente, très triste, puisqu'elle vit avec un homme alcoolique, elle a un enfant retardé, voilà. Et donc notre première Iris, qui est donc cette écrivaine, rêve la nuit d'elle, de l'autre Iris, donc c'est pas évident. Voilà, alors c'est ça, c'est cette BD. Moi j'ai beaucoup aimé déjà le jeu de couleurs qu'il y a eu, parce qu'on sait à quel moment on est avec Iris, qui a une vie pas terrible, et notre écrivaine, qui tout de suite on rentre dans les couleurs chaudes. Voilà, moi j'ai déjà beaucoup aimé cette mise en scène. J'ai trouvé que cette BD c'était aussi sur notre intimité, c'est-à-dire nos choix dans la vie, ça peut être aussi ça. Moi je me suis posé beaucoup de questions à la fin, j'espère que justement on pourra échanger lorsque vous lirez cette belle BD, parce qu'en fait on se demande mais quelle est la vraie Iris. Voilà, moi j'ai eu un coup de cœur pour cette BD qui pour moi est presque digne d'un scénario de film. Je pense que voilà. Et donc, pour rester dans le cinéma, on va dire, je n'ai pas fait attention à la transition, mais donc voilà, Patrick Devers, qui ne connaît pas Patrick Devers, donc c'est fait par Bollé, et donc le titre « À part ça, la vie est belle ».
Alors moi j'ai été hyper émue par cette BD, parce que c'est vrai que Patrick Devers donc, a fait partie de ma jeunesse, hein, et puis toujours, parce que je pense qu'on connaît tous les films de Patrick Devers. Il en a quand même, j'ai noté, excusez-moi je vais lire, mais il a quand même fait 37 films et 27 pièces de théâtre, hein, donc c'est quand même énorme pour quelqu'un qui malheureusement voilà, a voulu mourir, hein, puisqu'il s'est suicidé à l'âge de 35 ans. C'est quand même très très jeune. Et donc la BD commence d'ailleurs comme ça, malheureusement, il intente à sa vie. Et en fait, au fur et à mesure, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette BD, c'est que de sa tombe, c'est Patrick Devers qui va nous raconter sa vie. Parce qu'il a eu une vie quand même assez triste en famille quand il était petit. Il y a eu des bouleversements dans sa famille. Il a eu beaucoup de frustration aussi après, parce que c'est quelqu'un qui aurait aimé, c'est un super musicien, mais du coup ça n'a jamais abouti. Et puis donc sa vie d'artiste, où malheureusement aussi il n'a jamais été primé, on va dire. Il a été toujours nommé, mais il n'a jamais reçu le prix, quoi. Donc voilà, c'est la vie de Patrick Devers, mais qui n'est pas du tout scolaire. Je trouve que c'est des flashbacks. À un moment, c'est quand il est petit, à un moment, c'est quand il est au théâtre, avec la grande bande de Coluche, Gainsbourg, on reconnaît plein de gens, Catherine Deneuve, Miu Miu. Le dessin est super, enfin, moi j'ai beaucoup aimé. On ressent vraiment ce jeune homme qui était quand même un peu renfermé. Donc voilà. N'hésitez pas donc à emprunter cette jolie BD de Patrick Devers. On va continuer avec Léo, qui en a beaucoup à présenter. Bon, on peut surfer là, avec la transition sur des destinées pas toujours très drôles. Patrick Devers s'est suicidé. Bon, là je ne parle pas de suicide, plutôt une chronique sociale avec Piments Oiseaux. Donc on retrouve TM, que j'apprécie énormément parce qu'il fait toujours des travaux intéressants, cet auteur réunionnais. Et donc, une fois n'est pas coutume, il met en scène la Réunion dans cette nouvelle bande dessinée parue aux éditions Steinkiss. Et là, TM raconte donc les enfants de la Creuse, hein, ces Réunionnais qui ont quitté leur île pour, soi-disant, trouver une qualité de vie meilleure en Creuse. Et alors bon, le gouvernement à l'époque pensait bien faire, parce que ici, TM raconte comment, dans quel terreau étaient élevés ces enfants, hein. Souvent, il était question dans leur famille, j'entends, il était question de malnutrition, des enfants peu scolarisés ou pas du tout, hein, un peu laissés pour compte, des parents violents. Et alors, donc ces enfants sont envoyés en métropole, et là, eh bien, ça va être un choc culturel et un choc thermique aussi, parce que les conditions de vie ne sont pas du tout les mêmes qu'à La Réunion. La Creuse, donc un département enclavé, d'une part, l'hiver il fait froid, on est à la campagne, un département rural, et donc l'acclimatation pour ces petits est compliquée, pardon. Alors ici on va suivre en fait nos deux personnages, hein, qui sont frères et sœurs, et qui vont être amenés à être séparés. Et pareil, ce que j'aime chez TM, c'est non seulement le sujet abordé, mais le côté couleur locale, comme il a pu le faire dans les Chroniques du Léopard, avec un parler créole, et puis la destinée de ses enfants. Et donc, tu parlais tout à l'heure, Katia, du dessin qui permet de mettre l'accent sur la temporalité. Et bien là, c'est pareil. Le dessin, TM joue avec les couleurs pour changer d'époque à chaque fois. Et donc, Piments Oiseaux, donc ça fait référence à la culture culinaire de l'île, qui est utilisée dans la cuisine réunionnaise. Piments Oiseaux, les enfants oubliés de la Réunion, aux éditions Steinkiss, qui poursuivent leur travail d'éditeur, toujours au compte-gouttes, mais souvent de qualité.
Et ça, c'est vraiment une bonne pioche. Donc, je recommande fortement pour cet album-là. Alors, je reste dans les romans graphiques avec autre chose, peut-être plus accrocheur avec la couverture, rouge comme le fauteuil. Un auteur attendu, qu'on n'avait pas vu depuis quelque temps. Donc, le dernier, Frédéric Peters, qui s'appelle Oleg. Un dessin en noir et blanc. Alors, le dessin de Frédéric Peters, souvent, comment dirais-je, on pourrait qualifier de charbonneux. Hein. Il a le trait quand même très épais, mais j'aime beaucoup sa façon de travailler. Et là, dans Oleg, en fait, il se met en scène. Oleg, c'est Frédéric Peters, tout simplement. Et il invite le lecteur à plonger dans son intimité d'auteur de BD, jusqu'au jour où il y a sa femme qui fait un AVC, et donc ça va un peu chambouler son quotidien. Il met en scène également sa fille, hein, et donc le cercle familial est vraiment mis en avant dans Oleg, avec ce besoin de raconter en fait son quotidien d'auteur de BD. Et là on retrouve la patte de Frédéric Peters, c'est que parfois ça tend un peu vers le côté surréaliste, science-fiction. Il nous y plonge gentiment, mais il le fait inconsciemment. Et puis des tranches de vie aussi, parfois, entre les personnages, parce que il faut savoir se renouveler quand on est auteur de BD. C'est pas facile de trouver l'inspiration. Et en tout cas, il le retranscrit bien, cette atmosphère-là. Voilà. Donc, et pourquoi Oleg? C'est une bonne question. Ouais, il ne dit pas pourquoi. Non, il ne le dit pas. Je croyais que moi c'était un jeu de mots. Non. Oui, ça peut être un jeu de mots. Alors non, sa fille lui dit tiens, Oleg, ça peut, si on retourne les lettres, ça peut faire Lego par exemple. Oui, c'est pour ça. Mais c'est tout. D'accord. Il n'y a pas d'explication donnée. Ah, oui. Et puis un dernier point intéressant, Peters fait très attention aux gens qui l'entourent. Et dans la rue, dans les transports en commun, il regarde un peu autour de lui, il est très observateur, et il voit que les gens sont, par exemple, hyper connectés, et ça lui pose un souci. Il prend le train, il y a quelqu'un qui a une tablette, le voisin d'en face va jouer sur son téléphone portable, l'autre va commander quelque chose sur un site, bref. Et ça, il le dit à travers le dessin, et c'est très très bien. Donc ça s'appelle Oleg, aux éditions Atrabile, un éditeur auquel Frédéric Peters est fidèle, je dirais. Donc bonne pioche, très bonne pioche. Roman graphique. Ouais. Je vais laisser la place à Julia. Bonjour. C'est une première pour moi. Et donc, pour cette première, je vais présenter un manga, et puis en 2 parties, et puis aussi une bande dessinée. En fait. Le manga, c'est Poison City. Donc, j'étais assez surprise en fait quand je l'ai lu, parce que quand on voit la couverture, on se dit, bon voilà, on est dans l'esprit d'aujourd'hui, pandémie. Et ben non, pas du tout. Voilà. Et ça se passe au Japon, donc en 2020, les JO vont arriver. Et donc le Japon décide en fait de recevoir un peu tous les athlètes du monde entier. Et donc dans ce cadre-là, durcit un peu toutes leurs mesures. Et ça va de même pour les auteurs de manga. Donc un jeune mangaka qui est Miko Ibino, qui se lance dans une série d'horreur de zombies apocalyptiques, et se voit censurer et puis refuser sa série. Donc on navigue en fait, ce qui est assez fou en fait, quand on commence, on a vraiment l'impression d'arriver dans une histoire vraiment de pandémie et apocalyptique, et en fait on se retrouve après dans les bureaux où le jeune mangaka essaye de vendre son projet, et se trouve
avec une série d'obstacles. Voilà. Et ce que j'ai vraiment trouvé vraiment intéressant dans cette histoire, qui est en 2 tomes, qui se lit assez facilement, c'est que tout est la problématique de la liberté d'expression, et puis ça pose beaucoup de questions pour cet auteur qui, voilà, jusqu'où peut aller la censure. Et donc là, on est quand même dans des conditions extrêmes, vraiment. Mais ce jeune écrivain se retrouve confronté à... c'est soit il doit couper des scènes de son histoire et du coup la changer quasiment totalement pour pouvoir être accepté par les éditeurs, ou alors ne pas être édité du tout par les grands éditeurs japonais, quoi. Aller voir ailleurs, peut-être aux États-Unis donc voilà. Donc c'est très intéressant, et puis si on s'intéresse aussi à l'univers du manga, ça permet de voir un peu une facette. Donc voilà pour Poison City. Et donc un autre BD, donc là totalement différent. C'est vraiment un gros coup de cœur. Bon, j'avoue aimer l'auteur, donc Wilfried Lupano. Donc vous pouvez connaître déjà un peu, donc surtout sa série Les Vieux Fourneaux, et puis moi j'aime beaucoup ses one-shots, donc ses récits sont toujours assez riches et assez prenants, comme Un océan d'amour, La Révérence, et bien d'autres. Donc vraiment autour, là on est dans un récit réel, avec des personnages qui ont réellement existé. Donc ça se passe en 1839 à côté de Boston. Donc on est à 30 ans avant l'abolition de l'esclavage. Et donc dans un petit village où une jeune institutrice peut faire changer les choses et décide d'ouvrir l'école à tous, à toutes les jeunes filles de couleur. Et donc le problème étant, ça commence à poser des problèmes pour les habitants, et on commence à lui mettre beaucoup de bâtons dans les roues. C'est un récit qui est fort. Donc c'est un combat énorme de femmes, et avec donc, des femmes qui ont réellement existé, avec un dessin qui est vraiment agréable, et toujours un récit qui est palpitant, et puis qui est vraiment, les couleurs, les dessins sont vraiment agréables à la lecture. On est vraiment pris par l'histoire, et voilà, avec un sujet très très fort, très dur, et voilà. Et donc je vous conseille fortement, voilà, que vous connaissiez ou non l'auteur, il faut y aller. Voilà. Donc on enchaîne, tu parlais de Blanc autour aux États-Unis, on va faire une transition, parce qu'on reste aux États-Unis avec A Fake Story. Là, donc pour une fois, dans la sélection, pas beaucoup comment dirais-je, d'adaptation littéraire, parce que quand même en bande dessinée on en trouve énormément. Et donc là, effectivement, d'après le roman de Douglas Bureau, donc Jean-Denis Pendant, c'est Laurent Galandon chez Futuropolis, se penche en fait sur ce qui s'était passé donc en 1938, où sur les ondes américaines, donc Orson Welles fait une lecture de la guerre des mondes. Et donc les gens derrière leur poste leur poste radio se demandent si ce qu'il est en train de raconter se passe réellement, alors que pas du tout. Et donc ça va créer parmi la population américaine, dans certains endroits, des scènes de violence, hein, il va se passer des choses. Et donc on va suivre justement le cheminement de ce qui s'est passé ce soir-là, avec une voix off qui est en fait donc la voix d'Orson Welles, hein, qui fait sa lecture publique en direct, et puis entre-temps donc les événements à droite à gauche dans cette Amérique-là qui
n'est pas encore aussi fournie en télé qu'aujourd'hui, évidemment. Hein. En 1938, c'est quand même... beaucoup de foyers n'étaient pas encore équipés de postes de radio, encore moins de télé, ouais, qui n'existaient. Et on va suivre un type qui va enquêter sur des faits qui se déroulent donc à ce moment-là. Et puis un autre personnage qui est une femme qui, elle, travaille pour un journal local et qui, dans cette même ville, il va se passer justement ce soir-là des choses avec différents protagonistes et justement à travers ces différents personnages, on voit un peu pourquoi pas l'absurdité de la situation, mais on sombre un peu dans la psychose, hein, parce qu'il y en a certains qui croient dur comme fer que ce qui est dit à la radio est en train réellement de se passer, alors que pas du tout. Donc c'est parfois assez déroutant. Même nous, lecteurs, on a du mal à se dire que ça c'est vraiment des gens qui ont réagi de cette façon-là par rapport à la lecture en public de Wells. Et donc ça s'appelle Fake Story. Encore une bande dessinée, hein, avec ici le retour donc d'un personnage qui a séduit de nombreux lecteurs dans le milieu de la BD. Hein. On retrouve donc Chinaman avec le duo d'Olivier Taduc et de Serge Letendre, toujours chez Dupuis mais dans la collection Air Libre cette fois. Donc pour un final one-shot, Serge a travaillé son scénario de façon à ce qu'on puisse lire l'album sans connaître la série. L'histoire commence par le meurtre d'une jeune femme, et donc les agents Pinkerton, hein, l'agence de détective de l'époque, est sur l'affaire, et parmi ces agents, donc on retrouve, il y a cet homme-là, qui n'est autre que le fils de Chinaman. Donc ça, c'est pour avoir un lien avec notre personnage. En parallèle, on retrouve notre Chinaman dans de mauvaises conditions parce qu'il est addict à l'opium. Ah, on est dans l'Amérique, du 19e, la rue est vers l'or, impitoyable, et donc Chinaman se perd dans les méandres de la fumerie d'opium. Heureusement, il a un ami qui veille sur lui et qui va essayer de l'en défaire. En troisième point, on a un riche propriétaire terrien qui essaye de s'adjuger les terres de fermiers locaux parce qu'il y a du pétrole évidemment dans le sous-sol, et pour cela il va faire appel à une milice. Et donc en fait toutes ces trois histoires sont liées. Et là Serge Letendre nous a fait c'est du western, du très bon western. Olivier Taduc a encore, je trouve, pris du galon dans sa façon de dessiner. Et puis on a le droit à un final en apothéose, donc dans les derricks de Californie. Et donc ça s'appelle Le Réveil du Tigre. Et donc un super one-shot pour les amateurs de western. Donc c'est très bien. Excellent. Excellente découverte pour Le Réveil du Tigre. Après, Martin Saclair, du coup, qui va vous présenter aussi les choses. Bonjour, bonjour. Alors moi j'arrive avec des BD documentaires parce qu'entre autres j'aime beaucoup les BD documentaires, il n'y a pas que ça, mais moi je vous en amène deux qui nous permettent d'apprendre des choses ou de comprendre. Alors là en l'occurrence, Un train d'enfer, moi j'étais ravie de trouver cette BD parce que comme beaucoup de gens, je ne comprends pas trop ce qui se passe avec la SNCF. Donc ce sont deux frères, Manac, un nom comme qui dirait breton, et voilà, et tous les deux ils mènent une enquête parce qu'en fait leur grand-père était cheminot, très fier, c'était la culture cheminote, et justement quand ils vont au guichet à la gare, ils ne retrouvent plus trop l'ambiance qu'il y avait du temps du grand-père, donc ils mènent leur enquête. C'est bien construit, il y a des entretiens avec toutes sortes de gens, il y a des documents comme là par exemple, c'est des échanges de courriels qui ont été trouvés, voilà, donc il nous les met pas en intégrale, enfin tout un bout pour citer les sources. Donc il y a différentes sources comme ça.
Bon, après, il y a plein de thèmes abordés. Le fret, pourquoi il y a de moins en moins de transport de marchandises en France. La question de la sécurité, là, vers la fin. Comme là, il explique aussi que c'est pas très rassurant, qu'il y a beaucoup moins de contrôle qu'à une époque, etc. Bon, c'est très riche, hein, je ne vais pas pouvoir vous en parler plus là, parce qu'il faut qu'on avance dans notre super apéro BD. Voilà, un train d'enfer. Alors, une autre BD documentaire qui est vraiment, pour le coup, très différente, qui s'intitule « À main nue ». Alors, une des deux autrices est fort connue maintenant, puisque c'est Leila Slimani. Donc là, elle collabore avec Oubrerie. Alors, Oubrerie, illustrateur très connu, hein, la série Pablo. Bon, au départ, il était plus dessinateur. Il s'était lancé aussi dans les dessins animés, puis après, il est passé vraiment à la BD. Donc, c'est quelqu'un de bien connu, et moi, dont j'aime vraiment bien le dessin, les couleurs, etc., enfin, le graphisme. C'est une biographie, qu'on pourrait dire romancée, si c'était un roman, mais voilà, la biographie de Suzanne Noël. Encore une femme qui a fait on va dire, des grandes choses et qui, pour l'instant, était inconnue du grand public, une chirurgienne. Elle est née à la fin du 19e siècle, donc elle s'est mariée en 1897 à un homme qui était médecin. Et à ce moment-là, elle est venue s'installer à Paris. Et son mari était assez avancé dans ses idées à l'époque, puisqu'il a soutenu sa femme dans son idée de faire les études de médecine. Alors on la voit qui arrive sur les bancs de l'université, elle se regroupe, les pauvres trois femmes au milieu de l'amphi, quoi. Enfin, c'est les débuts de l'ouverture de certains métiers à des femmes. Et alors, ce qui n'est pas banal, c'est que, bon, médecine, voilà, mais elle, ce qui l'intéresse d'entrée de jeu, c'est la chirurgie. Donc au début, on lui dit, oh, bah non, une femme, va y avoir du sang, etc. Non, c'est pas là qu'il faut aller. Et bon, elle, voilà, c'est ça qui la passionne. C'est assez passionnant de voir comment petit à petit elle se forme, elle assiste voilà, à des opérations, et puis elle va vraiment commencer finalement à se spécialiser dans ce qui va devenir la chirurgie esthétique. Mais qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? C'est la guerre de 14. Donc les gueules cassées, et elle va faire partie des quelques personnes qui vont essayer de réparer, comme on disait, les pauvres hommes tombés dans les tranchées et les gueules cassées. Et puis une vie vraiment pas banale. Évidemment, une femme qui a quand même une sacrée personnalité. On voit sa vie privée aussi, je ne vous en dis pas plus. Il y aura un deuxième volume. Hein, voilà, ça c'est le premier. Je vous recommande chaudement. À qui? À Léo. À moi. On continue dans la veine des documentaires, toujours. Donc ça, c'est sorti en fin d'année 2020. Il était attendu parce que le livre déjà avait été un franc succès, le livre d'Harari. Et donc, on est là chez Albin Michel qui produit, il faut dire, quand même peu de bandes dessinées. Ils ont réussi leur pari, en tout cas, pour cette adaptation donc de Sapiens, hein, l'histoire de la naissance de l'humanité dans ce premier tome, parce qu'on en appellera d'autres, avec David Van der Meulen au scénario et puis Daniel Cazenave au dessin. Alors, le dessin qu'on retrouve de Cazenave, il se prête bien au documentaire qu'est cet album. Le livre est fait de façon à ce qu'il y ait un lectorat très large qui puisse se l'approprier. Et ça, c'est ça qui, je trouve, qui est plutôt intéressant. Je dirais de 7 à 77 ans. Là, il y a un côté vulgarisation qui permet une approche pour tous. Et c'est ça qui a retenu mon attention, en tout cas. Et on apprend aussi un tas de choses dans Sapiens. Donc, ouvrage à succès, et un succès mérité parce que c'est bien fait. Et donc, je reste dans la BD documentaire. Alors là, avec une thématique d'actualité, puisque ici il s'agit donc de la Covid-19,
Hein, la pandémie qui nous fait faire cette conférence en visio et ne pas vous avoir devant nous. Mais qui est le patient zéro Ah. qu'on lui... Hein, c'est ça. Alors, ici on retrouve Nicobi, qui est un auteur rennais. Il n'en est pas à sa première bande dessinée, avec donc deux journalistes du Monde et qui vont enquêter sur les prémices de la pandémie, comment elle est arrivée chez nous, sur notre planète, comment elle a été traitée, et puis les conséquences qu'elle a pu et qu'elle aura sur notre société. Donc tout ça mis en image par Nicobi. Alors Nicobi fait du Nicobi dans son dessin, c'est un peu comme Cazenave, un dessin qui se prête bien au documentaire, je trouve. Ça se lit de bonne façon. Et c'est vrai qu'on l'attendait, cette BD sur le Covid, avec nos collègues, parce que il fallait s'attendre à ce qu'un éditeur, un jour ou l'autre, fasse quelque chose sur le sujet. Et donc ça s'appelle Patient Zéro, et donc l'origine du coronavirus en France. Voilà. Je tiens à préciser. Et donc enquête documentaire sur cela. Voilà pour la parenthèse BD documentaire. Je change du tout au tout, ça c'est excellent. Là on vous présente donc une série avec un cycle en 3 tomes. BD animalière qui fait penser un peu à Black Sad, d'autant plus que le dessinateur est lui aussi espagnol comme Guarnido, qui met en scène un rat qui s'appelle Solo et qui... alors là on est dans un monde apocalyptique qui s'est passé, enfin post-apocalyptique pardon. Les humains ont quasiment disparu, ou presque, et Solo, lui, erre sans but précis. En fait, il va faire des rencontres tout au long des 3 albums. Et ce que je trouve intéressant, au-delà du dessin assez travaillé d'Oscar Martin, c'est le personnage de Solo qui est très bien travaillé, parce qu'il réfléchit le rat. Il réfléchit pour survivre, mais il se pose la question sur son existence, à savoir... Est-ce qu'il n'est qu'une bête bonne à combattre pour survivre? Il va rencontrer l'amour, je n'en dis pas forcément plus, dans un des 3 volumes, et donc la réflexion aussi sur la vie de famille, elle va se poser à un moment donné. Donc c'est vraiment excellent. Donc ça s'appelle Solo. Et après, on a un 2e cycle qui sera en 3 tomes sur la descendance de Solo. Bon, je ne vais pas en dire plus, mais c'est très bien. Je laisse la place à Katia qui revient pour le final. Alors moi j'ai lu 1984. Il faut savoir que l'écrivain, donc George Orwell, est décédé il y a exactement 70 ans, donc cette année. Et donc en conséquence, son œuvre est tombée dans le domaine public. Donc il y a eu 3 ou 4 adaptations, Léo, je ne sais plus. 4 adaptations donc, de ce roman, 1984, que je n'ai pas lu, personnellement. C'est assez, voilà, je n'avais pas lu ce livre, mais par contre j'avais vu le film il y a très très longtemps. Et donc je suis tombée sur la BD de Xavier Coste. Et donc, moi, je peux vous raconter le sujet parce que je pense que tout le monde connaît cette histoire. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que moi, je l'ai lu pratiquement d'une traite, malgré les plus de 220 pages. Il a joué sur les couleurs et moi, ça, j'ai trouvé ça très plaisant pour la lecture. Alors, le rouge, c'est vraiment quand on est dans l'adoration du Big Brother. Hein. Donc, voilà, ce rouge vif. Et le bordeaux, c'est quand il est dans son intimité, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même 1984, c'est aussi quand même une belle histoire d'amour entre 2 êtres. Voilà. Et il y a la dernière couleur, parce que c'est vrai que cette BD, je vous la présente, elle est très anxiogène quand même, c'est vrai. Le sujet est terrible. Et le bleu, donc c'est vers la fin, c'est la prison. Ça représente voilà, l'emprisonnement. Vraiment, j'espère que vous allez venir la réserver et qu'on pourra tous en discuter après, parce que voilà, je trouve qu'il a, en plus il l'a écrit, il a suivi vraiment le roman. Il
il l'a vraiment très très bien adapté. Donc moi j'ai un gros coup de cœur pour cette BD. Chez Sarbacane. Et j'ai eu également un gros coup de cœur pour cette énorme BD aussi. Donc là on est par contre sur un début de série. Je ne sais pas en combien va-t-il faire cette histoire. Donc c'est La Bête de Zidrou et de Franck P. chez Dupuis. C'est l'histoire du marsipulami, qu'on a un peu connu dans Spirou, mais alors qui n'a plus rien du tout à voir, on va dire. Cette histoire, elle commence, nous sommes en 1950, en Belgique, à Anvers. Donc le dessin, voilà, on nous plonge carrément dans cette ambiance pluvieuse. Donc un cargo débarque avec à son bord des animaux exotiques qui vont être voués à être mis dans des zoos, malheureusement. Donc c'est vrai que ça rappelle la terrible époque où les zoos recevaient des animaux venus des contrées lointaines. Sauf que la traversée s'est très mal passée et a duré plus de temps que prévu. Et malheureusement, plusieurs sont dans un état pitoyable, voire carrément morts. Voilà, donc c'est le début de la BD. Et ensuite, on va passer très vite à connaître la vie d'un petit garçon qui s'appelle François. Et donc voilà, qu'on va découvrir ce petit François qui vit avec sa maman et qui est un petit peu harcelé à l'école. Voilà, je ne vais pas vous dire pourquoi, vous le découvrirez en le lisant. Et qui donc ne trouve que du bonheur en récupérant des animaux qui sont tous un peu... voilà, soit il leur manque une patte, soit donc vraiment dans sa chambre, c'est une vraie animalerie d'animaux blessés, voilà, on va dire. Et donc vous allez tout de suite comprendre que l'histoire va se lier, puisque dans ce bateau, il y avait un animal qui a réussi à s'échapper et qui va se retrouver dans la vie de François, qui va le repêcher. Et donc cet animal... il a comme bizarrement des taches noires sur un corps jaune avec une immense queue et donc qui dit ouba ouba de temps en temps. Voilà, donc moi je vous invite à découvrir cette superbe BD qui est pour l'instant un peu le positionnement des personnages, mais voilà, je trouve que quand même, enfin moi je l'ai lu d'une traite, je ne voulais pas la lâcher, je trouve qu'elle est très bien, donc La Bête. J'en avais une dernière à présenter. Que moi aussi j'ai lu d'ailleurs aussi. Elle est un petit peu BD feel good, on va dire. Oui, on va finir de feel good de chez Grand Angle, comme ils savent faire bien souvent avec donc le plongeon et ici donc qui nous donne un récit à travers donc un établissement, enfin un EHPAD là, c'est une chronique du quotidien à travers plusieurs personnages et comment de façon positive nos protagonistes voient leur vie du quotidien. Mais c'est le côté tranche de vie qui prime avant tout et donc comment ils essayent de faire oublier le fait qu'ils sont quand même dans une maison de retraite et pour... tromper l'ennui, eh bien nos personnages n'hésitent pas à faire un peu les 400 coups. C'est ça. Ils font les 400 coups et puis il va se passer des choses aussi entre un homme et une femme. Ça ne les empêche pas de s'aimer malgré le temps qui passe et la vieillesse qui sévit. Et donc ça s'appelle Le Plongeon. C'est, voilà, comme tu disais, Katia. Oui, moi je suis passée des rires aux larmes. C'est une BD qui peut aussi permettre de déculpabiliser quand nos parents... Malheureusement, quelquefois, nous sommes obligés de vendre la maison familiale et puis de les mettre dans des EHPAD. Non, c'est une jolie BD sur, oui, c'est bien. Sur la vieillesse. Voilà, du feel good pour terminer sur cette présentation du jour. Merci Léo. Donc voilà, nous avons terminé cette présentation. J'espère que vous avez pris note de tous ces titres, que nous avons réussi à vous donner l'envie de venir les réserver, venir les chercher à la médiathèque. Je précise également qu'on a acheté des one-shots, mais nous avons également acheté des suites de séries, de toutes vos séries préférées que vous allez retrouver donc, également à la médiathèque. Et
ma collègue Émilie vous a concocté aussi un petit quiz pour vous permettre de voir quelle suite de séries nous avons acheté. Donc participez-y parce que vous allez voir, je trouve qu'il est très sympa, facile à faire. Voilà, je voudrais remercier également Élise et Camille qui ont été là pour nous mettre en boîte, on va dire. Je remercie Julia d'avoir participé également à cette présentation, Claire, et puis merci beaucoup à Léo qui répond toujours positivement à notre invitation et que vous pouvez retrouver donc à la librairie Monfin de Rennes si vous souhaitez donc voilà avoir des super conseils d'un spécialiste. Merci et à très vite à la médiathèque.